Voilà, donc je parlais un peu des retours string ou bien modèle in view. Si c'est string, tout simplement, c'est une chaîne qui sera tournée. La chaîne, comprenez, tout simplement, c'est le nom d'un fichier avec l'extension qu'on avait définie dans notre réservoir. Si c'est modèle in view, comme son nom l'indique, on retourne in view en y associant des modèles du contenu. Donc, ceci veut dire quoi? Ça, c'est des données que je dois charger, c'est cette liste-là. Et je veux maintenant qu'un traitement soit fait sur la base de cette clé. Donc, voici la clé. Voici, ça c'est maintenant, c'est le fichier JSP qui sera créé. Ça peut également fichier HTML, ça dépend tout simplement de mon réservoir. Même chose ici. Donc, ça c'est le fichier et ça c'est tout simplement la clé et ça sont les données. Alors, maintenant, si je veux maintenant traiter ça, si c'est JSP, dans ce cas, je vais utiliser GSTL pour la manipulation. Vous allez voir que ici, l'IC étudiant est bien défini ici. C'est tout simplement cette clé-là avec les valeurs. Et là, on fait un traitement exactement comme ce qu'on faisait avec les pages JSP servlet. Parfait. Donc, c'est ça, Spring MVC. C'est pas compliqué du tout. C'est très pratique. Et parfois, vous pouvez le rencontrer dans certains projets. C'est-à-dire, on peut avoir un projet Struct, on prend JSF, mais pour certains éléments, on essaie de les gérer avec Spring. Que ce soit, si c'est Spring MVC, comme c'est le module MVC qui sera géré. Sinon, on peut juste en fait intégrer Spring pour juste en fait gérer quelques composants. Ok, donc je pense que ça c'est un projet. Voilà, voici le projet. Donc, nous avons bien ici le réservoir de la partie dont on avait vu tout à l'heure. Là, cette partie-là. Et ça c'est tout simplement l'intégration de notre dispatcher. Et ça c'est un contrôleur avec index et welcome. Et index et welcome sont bien créés dans WebInf, View, TeamLeaf. Et ceci pour le voir, c'est tout simplement de venir ici. Vous allez voir que ici, WebInf, View, TeamLeaf.html. Ok. Voilà, donc c'est tout ce qu'il me faut pour cette partie-là. Après, bon, vous définition, c'est un projet Maven. Oui, il y a également quelques dépendances aussi. Hein. Là, j'ai intégré les dépendances du framework Spring. Là, j'utilise la version 5 ok, de Spring, Spring Version. On peut également partir sur la version 6. Hein. Là, TeamLeaf aussi, version de TeamLeaf, c'est la version 3.0. Ça, c'est le framework Spring Test. Ok, Java Servlet, ça c'est pour la partie web. Voilà, et juste en fait un plugin. Voilà, c'est tout ce qu'il me faut pour que le projet soit OK. Donc, j'essaie de le démarrer. Le temps que ça démarre, je vais maintenant parler un peu de Spring Boot. Alors, Spring Boot, cette fois-ci, maintenant, c'est un peu plus intéressant parce que ça nous évite vraiment toutes les configurations qu'on vient de faire. Vous allez voir que le projet sera seulement un ensemble. Bien sûr, c'est toujours un projet Maven, on aura besoin quand même des dépendances Maven. Et les dépendances de Spring maintenant, ce sera plus Spring Framework, mais ce sera Spring Boot Starter. Cela veut dire quoi? Avec le démarrage, on aura pratiquement tout ce qu'il nous faut, que ce soit la partie web, la partie données, etc. Pour la création d'un projet Spring, il y a différentes méthodes, on peut les valider, mais je vous recommande fortement d'utiliser en fait ce tiret-là pour créer des projets Spring. Donc, on choisit tout simplement ici, ça peut être du Groovy, ça peut être du Gradle comme outil de gestion du projet. Ici, ça, c'est Maven qu'on va utiliser qui va gérer le cycle de vie. Le langage de pro, voilà. Donc, vous voyez que ici, ça, c'est le Hello World, tout simplement de la page d'accueil. Et si on peut checker un peu cette partie-là, c'est la partie contrôle là. Et si on met Welcome aussi, c'est la page Welcome qui sera chargée. Si je reviens ici, voilà. Donc, c'est juste ça. Et ces contenus-là, donc ça, c'est le Hello World. Et ça, c'est le Welcome. Maintenant, c'est en fait des traitements, comme on a l'habitude de le faire. Créer une couche d'accès couche métier, gérer des exceptions, gérer les logs, des tests unitaires, etc. Et quand même, sachez que c'est comme ça qu'on monte quand même Spring MVC. Ok, ceci étant dit, revenons maintenant sur notre voilà, framework ici. Donc, ici, je disais que le langage de programmation, ça peut être du Kotlin, du Groovy, du Java. Le Kotlin également monte vraiment en puissance. Hein. Voilà, même comme on est sur du Java, on peut être partir sur. Mais voilà. La version, on va prendre la dernière version stable, c'est la version 3.1, 3.3 et la version 3.3.1 est également disponible.
Alors, là, vous spécifiez le groupe ID, l'artefact ID, le nom, le packaging, jar, ainsi que la version. Donc, moi, j'ai pris JDK17 et jar. Une fois que c'est créé, donc vous passez maintenant à la partie dépendance. Donc, vous allez voir quelque chose de ce genre-là. Vous choisissez, vous revenez ici pour cliquer pour ajouter maintenant la partie dépendance. Ici, j'ai ajouté quelques dépendances web pour tout ce qui est Spring MVC, vous avez vu, ainsi que RESTful aussi. Lombok pour tout ce qui est boilerplate code, donc les getters, setters, toString, etc. Spring Data pour tout ce qui est accès à une base de données, une source de données. DevTools, bon, ça, c'est pas une obligation, hein. Ça, c'est juste en fait pour les développeurs, pour que ça soit plus, l'application puisse restarter en live, en fait. Ok, une fois que c'est bon, vous pouvez cliquer ici pour explorer un peu le projet. Dès que vous cliquez sur Explore, vous aurez quelque chose de ce genre-là. Vous aurez déjà l'architecture du projet ici et les dépendants. Vous pouvez checker, etc. Après, vous cliquez sur OK, Close et Download. Une fois que c'est downloadé, vous l'ouvrez maintenant avec votre IDE. Vous aurez un projet qui ressemble à ça. Spring va automatiquement vous créer dans ressources statiques ici et template plus ça. Et là, c'est le nom du projet qu'on avait défini. Il va vous créer également un fichier fintech application.java avec un contenu. Alors, donc, soit vous importez manuellement en faisant clic install sur le projet, ou bien tout simplement l'IDE va importer toutes les dépendances nécessaires. Ça va prendre un peu de temps. Et là, maintenant, vous pouvez commencer à créer vos restes contrôles, bien vos contrôles. Là, j'ai créé un reste contrôle qui est très simple, hein, qui retourne tout simplement ici un string, là également string. Donc, si on lance l'application slash login, on aura comme information login, comme message. Au démarrage de l'application, comme s'il n'y a rien ici, on aura automatiquement logon. Donc, si on lance ça, vu qu'à la racine, c'est logon, si on met slash login, on aura login. Pourquoi? Parce que c'est le contrôleur. Et vu que là, c'est 1000 fois plus simple, il n'y a pas de configuration, il n'y a pas de servlet dispatcher, il n'y a pas de web app configuration qu'on a ajouté spécifiquement. Voilà, mais il y a des cas où également, bon, si on veut vraiment customiser, c'est possible également de le voir dans le projet Spring Boot. On peut ajouter également le web configuration aussi, bien sûr. Alors, une fois que ceci est fait maintenant, on va voir en fait un module hyper important dans Spring qu'on appelle tout simplement Spring Data. Et pour ça, il faut tout simplement la revue Spring Boot Starter Data JPA. Si vous faites du Spring Boot, les dépendants vont en général démarrer avec ça. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les starters, mais c'est vraiment une recommandation, ça devient une obligation. Mais il y a toujours en fait des équivalences en général où vous pouvez ajouter deux, trois dépendants qui vont faire la même chose. Mais ça, c'est mieux. Ok, ça c'est un exemple de contenu d'un fichier properties. Mais ça, c'est properties. Il y a également des fichiers YAML. Et aujourd'hui, quand les gens utilisent beaucoup les fichiers YAML, il est possible, hein, donc là, c'est pour les data sources, c'est des variables d'environnement. Le string, username, password, que vous pouvez également définir. Ça, j'ai défini avec une variable d'environnement au niveau de ma machine. Donc, si vous voyez ça, c'est que soit c'est au niveau de l'image Docker où il y a une variable d'environnement, ou bien au niveau du système d'exploitation. Ok. Puis, quelques informations liées tout simplement à la partie SQL. Ceci, c'est toujours en dev, hein. Ça également, c'est en dev. En prod, ça sera en false. Ceci sera en non. Voilà, vous allez voir que des false en fait, pour que aussi qu'il n'y ait pas de mise de la base de données par erreur. Ok, ça c'est un autre exemple de fichier. Là, c'est la base de données que j'utilise, c'est des H2, hein, si vous voyez en fait H2, etc. même. Maintenant, si vous voulez le changer avec MySQL, avec PostgreSQL, avec tout ce que vous voulez, c'est l'URL là juste en fait qu'il faut changer et ces informations aussi. Et ça, c'était un exemple de projet Spring Boot avec quelques paquets, contrôleurs, DAO, DTO, Entity Exception, des mappeurs, le service ainsi que l'application de base. Une fois que c'est bon, les entités, voici un exemple d'entité avec Spring Data. Ça, on l'a vu lorsqu'on faisait Hibernate. Une fois que c'est bon, on passe maintenant à la partie repository. L'avantage avec Spring maintenant, c'est que avec Spring Boot, vous n'avez plus besoin, comme ce qu'on faisait la dernière fois avec Hibernate, vraiment de faire des fichiers de configuration d'Hibernate, etc. Si vous avez votre fichier application property ou bien application.yaml, et avec ces repositories, pratiquement tout est joué. Si vous voulez faire le traitement de votre là-bas, il tout simplement de créer une instance de ça. Avec l'injection de dépendance, Spring maintenant va automatiquement gérer le reste. Et mieux encore, si vous avez cette interface-là qui est de JPA Repost avec l'entité ainsi que ça, c'est le type de la clé.
dans anti-use entity, c'est-à-dire quand je remonte, vous avez vu que use entity, c'est le type long ici. Donc, vous pouvez définir ça. Ces méthodes-là, c'est des méthodes génériques, mais qui peuvent tout dire. Si vous voyez find by email and password, cela veut dire quoi? Au niveau de use entity, nous avons une propriété use email et password. Vous passez un paramètre. C'est comme si je voulais tout simplement faire une requête SQL en récupérant des informations de la base à partir de l'email et le mot de passe. Si je mets find by email seulement, aussi, c'est pour récupérer à partir de l'email. Par contre, faites très attention, il faut que l'email, mot de passe, first name, last name existe. OK? Et si vous voulez également ajouter ce qu'on appelle des queries, dans ce cas, c'est à vous de voir. Hein. Vous pouvez également utiliser arrobas query, etc. L'autre élément également hyper important qu'on a vu, ce qu'on appelle l'API Criteria, parce que parfois, en fait, on peut se trouver avec des requêtes assez complexes. Dans ce cas, on vous recommande fortement d'utiliser ce qu'on appelle API Criteria avec les Criteria Builder et les Criteria Query. Cette méthode fait exactement la même chose que Find by Email and Password, mais avec les Criteria Query. Donc là, vous définissez d'abord les Criteria Builder, les Criteria Query. Vous définissez sur quelle entité doit-on faire la projection. Vous faites les projections avec ici, vous faites les predicates. Where email est égal à ça et password est égal à ça, et vous mettez en fait le n. La projection maintenant, c'est ça, select et le where, vous mettez tout simplement le final predicate, et à la fin maintenant, vous retournez tout simplement au null. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, ça, c'est by last name aussi. Là aussi, nous voulons juste récupérer les utilisateurs qui ont comme last name un, donc plutôt, nous récupérer tous les utilisateurs en faisant tout simplement order by. Voilà, ici order by et vous précisez tout simplement last name. Encore une fois, ceci doit exister comme propriété dans l'entité user entity. Et là, c'est le in, c'est-à-dire que nous avons quelques noms et nous voulons faire en fait une requête d'utilisateur dont le nom c'est sec et sen. Dans ce cas, donc vous définissez tout simplement ici votre in. Vous voyez au niveau de votre ici parenthèse, donc de passer les parenthèses, for each, vous dites quoi? Last name doit être dans ces valeurs-là. OK? Et ces valeurs ne sont rien d'autre que ça. Au moment de parcourir, on vérifie tout simplement si c'est à l'intérieur. Et à la fin, vous pouvez également faire encore peut-être un haut de byte. Dans ce cas, ce sont les sects qu'on va afficher avant d'afficher tout simplement les scènes. Là, c'est dans le cas où on peut récupérer le nombre d'étudiants, le nombre d'utilisateurs ou bien le nombre de produits. Dans ce cas, c'est count tout simplement qu'on utilise. Et là, à la fin, nous allons bien sûr ici en long. Là également, le critère query maintenant va retourner également ici en long sur la base également de la classe aussi, long aussi. Ça, c'est all, voilà, and first name. OK, donc avec ici même, on a ajouté en fait ici distinct. Là, nous voulons maintenant faire une projection sur seulement les last name et les first name. C'est-à-dire, on va dire quoi? Select first name, last name from entity, order by ça, et distinct, tout simplement. Donc, si on trouve deux informations de duplicate, il va tout simplement prendre un. Mais ça, c'est seulement en fait les projections, quoi. OK. Ok, donc ça c'est vraiment en fait très utile. Il faut vraiment les utiliser au maximum possible. Et l'avantage dans tout ça, c'est que dans la classe, regardez bien comment est-ce qu'on fait pour utiliser l'entity manager. Vous mettez tout simplement ici all are constructor et vous injectez tout simplement entity manager. Il n'y a aucune configuration à faire. Alors que si c'était avec notre Hibernate, il fallait vraiment faire la configuration d'Hibernate et tout. Voilà, donc je pense que je vais me limiter à ça pour aujourd'hui. Et prochainement, maintenant, on va parler tout simplement de Spring Security, de comment ça marche et tout. Ok, donc ça c'est Framework Spring.